Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Leclerc, je suis conseiller en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications. C'est moi qui serai l'animateur de l'activité cet après-midi qui s'adresse aux entreprises et aux institutions du Vieux-Québec. On peut avoir quelques citoyens si l'horaire le convenait mieux, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Pour cette séance d'information, nous sommes en mode webinaire. La séance est enregistrée. Et nous utiliserons l'outil questions et réponses pour prendre en note vos questions. J'en ferai la lecture et nous pourrons en répondre. L'objectif, c'est d'être le plus efficace possible pour répondre à un maximum de questions et d'apporter les précisions nécessaires pour vous. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mélissa Coulombe-Leduc, membre du comité exécutif responsable du patrimoine et de la planification urbaine, du tourisme et de la qualité de vie dans le Vieux-Québec. Elle est également la conseillère municipale du district du Cap-aux-Diamants, qui inclut l'ensemble du Vieux-Québec. Les présentateurs aujourd'hui sont Marie-Josée Hamel, architecte paysagiste au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Nous aurons Grégory Gérard, conseiller en au développement économique et grands projets. Monsieur Marc Desrivières, directeur du service des transports et de la mobilité intelligente, ainsi que Annie Dufour, conseillère en communication au service des relations citoyennes et des communications. Nous avons également d'autres professionnels présents avec nous pour répondre à vos questions. Cette activité a été annoncée par l'intermédiaire d'un communiqué le 17 février dernier. De plus, le courriel a été envoyé aux abonnés du conseil de quartier à différentes instances et il y a eu une enveloppe postale, un envoi postal, pardon, à 3500 résidents du Vieux-Québec. L'activité, le déroulement, je termine l'ouverture en ce moment. Je vais passer bientôt la parole à la conseillère municipale, Mme Coulombe-Leduc, et par la suite, nous aurons la présentation. Je ferai un léger rappel des fonctionnalités du webinaire et nous pourrons passer à la période de questions. L'objectif est d'avoir répondu à vos interrogations et de vous avoir bien informé dans les 90 minutes. Donc, je laisse la parole à Mme Coulombe-Leduc dès maintenant. Merci beaucoup, Daniel. Donc, Daniel Leclerc, qui est notre conseiller en interaction citoyenne, qui s'occupe de toutes les activités relatives au Vieux-Québec, entre autres, pas que. Donc, merci beaucoup pour votre présence en grand nombre cet après-midi pour cette présentation-là. Présentation qui a déjà été rendue publique lundi de la semaine dernière, mardi de la semaine dernière, en marge d'une conférence de presse que M. Desrivières et moi avons faite. Donc, on vient vous parler plus précisément des travaux sur Debuade, des travaux qui sont connus depuis un certain moment déjà. C'est pour ça actuellement que depuis à peu près un an, il y a des interventions en archéologie d'ailleurs sur la rue Debuade. C'était des interventions qui étaient préalables aux travaux qui nous occupent aujourd'hui. Le but de la rencontre, là, c'est de vous présenter donc la portée de ces travaux-là. En fait, vous la rappelez, j'ai envie de dire, parce que comme j'ai dit, c'est des travaux qui sont connus depuis un certain temps. Vous rappelez la portée des travaux, des mesures qui vont être déployées conséquemment à la portée de ces travaux-là. Donc, différentes mesures donc, qui ont été rendues publiques, puis pour lesquelles on aura l'occasion de revenir aujourd'hui. On est ici donc pour vous passer le tout en revue, répondre à vos questions, capter aussi vos préoccupations. Il est possible qu'à l'issue de la rencontre aujourd'hui, on n'ait pas été capable de répondre à certaines de vos questions, mais c'est aussi l'objectif de la rencontre, comme je dis, c'est de capter des préoccupations ou des interrogations ou des questions que vous pourriez avoir pour pouvoir peut-être vous revenir là, ultérieurement. Donc, merci beaucoup et puis bonne rencontre là, cet après-midi. Très bien. Donc, j'invite Mme Marie-Josée Hamel à commencer la présentation. Oui, merci. Je vais vous partager mon écran. Me dites quand vous voyez bien. C'est bien visible. C'est bien visible. Alors, bonjour tout le monde. Je commence par vous présenter le contenu de notre présentation, en fait, qui se divise en 6 sections. Donc, on va d'abord vous présenter les travaux qui s'en viennent sur la rue Buade et le programme d'aide aux entreprises. Ensuite, on va vous présenter la gestion de la mobilité, la gestion des autobus, le retour des zones apaisées. On va aussi parler des mesures d'accompagnement et on va terminer par une période de questions. En ce qui concerne les travaux,
On aura deux types de travaux sur la rue Buade cette année. On aura des travaux d'infrastructure souterraine et des travaux de surface. Oups, pardon. Attendez un petit peu, j'ai avancé trop vite. Alors, en ce qui concerne les travaux d'infrastructure souterraine, ben, il faut savoir qu'Hydro-Québec doit reconstruire les chambres et les massifs électriques qui sont sous la rue Buade. Ce sont des infrastructures électriques qui sont dans un état critique actuellement. On a la photo en bas de la page à droite qui montre l'intérieur d'une de ces conduites-là. Je pense que cette photo-là parle d'elle-même. On voit qu'on n'a pas le choix d'intervenir maintenant sur ces infrastructures-là, sans quoi on risque d'avoir un bris de service important, c'est-à-dire panne électrique sur une bonne partie du Vieux-Québec. Ces travaux d'électricité-là vont nécessiter aussi la réfection des réseaux municipaux, c'est-à-dire aqueducs et égouts, parce qu'ils sont en conflit avec les installations d'Hydro-Québec dans le sous-sol. Et eux autres aussi sont très âgés et désuets. Donc, il faut savoir que tout le sous-sol de la rue Buade va être entièrement refait à neuf. Et puisqu'on doit tout excaver la rue pour refaire ces infrastructures souterraines, ben, c'est une occasion pour la ville de repenser puis actualiser les aménagements de surface. Hein, on va vouloir poursuivre le réaménagement de la rue Buade qui a été refait il y a quelques années là, dans le secteur de la place de l'Hôtel de Ville. Donc, on veut améliorer les conditions de circulation des piétons selon l'approche de rue conviviale. On veut favoriser l'animation commerciale. On veut documenter l'histoire du lieu et la faire connaître par la mise en valeur des vestiges archéologiques et on veut aussi bonifier le verdissement. Alors, vous comprenez qu'on va avoir trois catégories de travaux cette année, des travaux électriques souterrains d'Hydro-Québec, des travaux sur les réseaux municipaux, c'est-à-dire aqueducs et égouts, et aussi des aménagements de surface. Le plan en bas à droite de la page vous montre le pointillé rouge montre la zone des travaux où on va intervenir cette année. Donc, on sera de mur à mur sur Buade, entre Sainte-Famille et Dufort. On va aussi intervenir dans l'intersection de Dufort et Buade et aussi à l'amorce de la rue du Trésor. Côté échéancier, ben, vous le savez, hein, il y a eu des travaux d'archéologie qui ont déjà eu lieu, c'est-à-dire de juin 2025 jusqu'à très récemment, en février 2026. Et les prochains travaux vont débuter vers la fin mars. Ça, c'est dans environ un mois. Et ils vont se poursuivre jusqu'à la fin novembre 2026. Il y aura aussi des travaux en 2027, mais les détails sont à venir selon l'avancement des travaux qu'on aura réussi à faire en 2026. Vous avez ici le plan qui montre les aménagements de surface à venir. En fait, comme je le disais tout à l'heure, ben, ils veulent la continuité de l'aménagement qui est déjà amorcé dans le tronçon ouest de la rue Buade. Donc, les modifications à venir concernent la largeur de la chaussée qui va être réduite à 6 mètres. Puis ça, c'est grâce au retrait d'une voie de circulation et la mise en sens unique de la rue. Hein, ça, c'est un aménagement, vous l'avez sûrement constaté, qu'on a testé avec succès à l'été 2024. Donc, on va conserver ce sens unique-là vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'hôtel de ville. Et on va aussi maintenir le stationnement qui est du côté des commerces. Il y aura également des ajustements sur les largeurs de trottoir. Celui qui est du côté de la cathédrale va être élargi de manière à être standardisé. On sait que ce trottoir-là est très étroit, donc on va le rendre plus standard. Et celui qui est du côté des commerces va aussi être élargi, mais celui-ci pour permettre aux commerçants d'installer des terrasses, et ce qui va assurément favoriser l'animation commerciale. On va aussi ajouter des arbres dans le trottoir du côté des commerces et il y aura aussi une aire de verdissement au sol au pied des arbres. Et on aura également une aire de verdissement sur le coin de la rue Buade et Port-Dauphin, au coin de la cathédrale où je pointe actuellement. On aura du verdissement, un gain en verdissement à cet endroit-là. Au niveau de l'interprétation historique, un motif au sol va mettre en valeur l'emplacement de l'ancien cimetière Sainte-Famille qui a été documenté lors des récentes fouilles archéologiques. En fait, c'est la trame que vous voyez plus foncée dans la rue et aussi sur le trottoir.
On a aussi ajouté au projet des travaux complémentaires, c'est-à-dire un gonflement de trottoir sur la rue du port Dauphin. Question de sécuriser la traverse piétonne à cet endroit-là où je pointe. Ce qui va permettre, ce gonflement-là va permettre de réduire la longueur de la traversée et donc de la sécuriser. Alors, dans les prochaines pages, je vous montre des illustrations 3D qui vont vous permettre de bien visualiser les futurs aménagements à venir sur la rue Buade. Donc, on a ici une photo de la situation existante quand on regarde vers l'hôtel de ville. Et vous voyez ici à quoi il va ressembler à la fin des travaux. Donc, du côté des commerces, comme je le disais tout à l'heure, on aura un trottoir plus large sur lequel on va intégrer des arbres avec du verdissement à leur base. Et on voit aussi qu'on maintient le stationnement de ce côté-là de la rue. Et du côté de la cathédrale, ben, c'est notre trottoir qui est élargi pour être standardisé. Puis finalement, ben, on voit le motif de pavé au sol dans la rue qui se poursuit sur le trottoir du côté de la cathédrale, ce qui permet l'interprétation du cimetière Sainte-Famille qui se trouvait à cet emplacement précis de 1657 à 1842. Il a donc été en opération pendant près de 200 ans à cet endroit-là. On a une autre photo de la situation existante lorsqu'on regarde vers la rue du Fort. Et voici à quoi elle va ressembler. Donc, toujours le trottoir élargi du côté des commerces avec des arbres, le stationnement qui est maintenu, le trottoir élargi du côté de la cathédrale, et on voit aussi le motif de pavé qui permet là, de mettre en valeur le cimetière Sainte-Famille. Alors, je laisse maintenant la parole à Grégory pour vous parler du programme d'aide aux entreprises. Merci Marie-Josée, bonjour à tous. La ville a mis en place, il y a déjà plusieurs années, un programme d'aide financière qui s'adresse aux entreprises situées dans des secteurs touchés par des travaux d'infrastructures majeurs. Donc, selon toute vraisemblance, le cas de la rue de Buade tombe dans cette catégorie-là, puisqu'on parle bien d'un projet qui va durer plus que 3 mois. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à ceux qui sont présents aujourd'hui qu'il y avait déjà ce programme-là qui a été mis en place pour l'année 2025, qui est disponible sur le site internet de la ville. Donc, ceux qui avaient un commerce déjà en 2025, selon les critères, vous pourriez être admissible aussi à un financement. Donc, si vous ne l'avez pas fait, j'en profite pour vous encourager à le faire. Puis pour 2026, pour l'instant, le programme reste encore soumis à l'approbation des autorités municipales. Toutefois, comme je vous le disais, selon toute vraisemblance, celui-ci, en tout cas celui-ci est en chemin, puis devrait être adopté, si tout va bien, d'ici la fin du mois de mars. Donc, ça signifie que les commerces dans le secteur qui sera désigné seront admissibles au programme. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner à l'infolettre de la LDC du Vieux-Québec, si ce n'est pas déjà fait. Ça va vous permettre de demeurer à l'affût lors de l'application du programme. Le programme en question, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 secteurs. Le secteur central, on va dire, qui est au cœur des travaux, qu'on appelle un secteur désigné. Si votre entreprise est située dans ce secteur, alors vous pourriez être admissible à une aide directe de 7 500 $, ce qu'on appelle le versement intermédiaire. Pour cela, il suffit de remplir un formulaire très court. On parle, je pense, d'une page. En général, les temps de traitement sont assez rapides. Et par la suite, ce que le programme implique, c'est de justifier une perte de bénéfice brut supérieure à 5%, auquel cas un calcul s'applique ensuite pour vous permettre d'aller chercher jusqu'à un maximum supplémentaire de 22 500 $. Il y a un deuxième périmètre qui s'appelle le secteur d'influence, où on est plus loin que le cœur des travaux, mais toutefois, on peut reconnaître que même si vous n'êtes pas dans la poussière, entre guillemets, il peut y avoir des impacts sur votre achalandage. Donc, à partir de là, on se base vraiment uniquement sur la perte de bénéfices bruts qui devra être démontrée. Comment on fait ça? Il y a plusieurs scénarios. Il peut y avoir le scénario qu'une entreprise qui a complété au minimum 2 exercices financiers dans le secteur avant les travaux, auquel cas on va demander l'ensemble des documents financiers sur la période. Si vous n'avez pas fait de 2 ans, on a d'autres options. L'une d'entre elles étant, si vous avez fait un seul exercice, on va se baser sur celui-ci. Puis si vous venez d'ouvrir
un commerce l'année passée que vous n'avez pas complété un exercice financier au complet. À ce moment-là, on regarde votre bénéfice brut, puis on applique une forme de prorata. Toutes ces informations-là sont disponibles sur la page web du programme. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut la partager pour que le monde l'ait. Vous allez voir la description, vous allez voir aussi les territoires en cours, donc d'ici normalement fin mars, début avril. Si tout va bien, vous devriez voir le secteur de la rue de Buade apparaître. Concernant l'accès au commerce, le maintien sera fait. Il va y avoir des zones de débarcadère qui seront aménagées. Également, la promotion de l'accès au commerce via différents outils de communication. Le premier que vous voyez, ce sont des pancartes qui vont être placées à différents endroits sur le chantier, qui vont indiquer où sont situés les commerces du secteur. Et en collaboration avec la SDC du Vieux-Québec, la ville dispose d'un programme de soutien qui permettrait de financer la SDC jusqu'à un maximum de 30 000 $ afin qu'elle puisse mener des actions de promotion dans le secteur. Donc, ça peut être tout type de promotion, ça peut être en ligne, ça peut être toutes sortes de campagnes publicitaires. Donc, ça sera aussi à la SDC de monter ce programme-là. Puis, nous, de notre côté, on va les accompagner avec plaisir. Pour toute question, voici l'adresse courriel commerce@ville.quebec.qc.ca. Si vous avez des questions sur le programme, sur l'admissibilité, sur tout autre type de questions, voici l'adresse où nous contacter. Merci à tous. Je passe maintenant la parole à Marc Desrivières pour la question de la mobilité et des déplacements. Merci Grégory. Bon après-midi à tous. Vous n'êtes pas sans savoir que la rue Buade occupe un rôle stratégique dans la mobilité du Vieux-Québec. Hein, c'est une forme de rotule, donc c'est une liaison entre le secteur de la rue Saint-Louis et le secteur de l'Hôtel de Ville. La fermeture de la rue va avoir des impacts importants, des impacts sur l'accès au commerce, aux établissements d'enseignement, aux hôtels, aux restaurants, aux résidences. Ça va avoir également un impact important sur les activités de livraison, le camionnage, les déplacements actifs, particulièrement la marche, la desserte en transport en commun, le déplacement des véhicules d'urgence, mais également toutes les activités autour du transport touristique, que ce soit les tours de ville ou les autocars. Page suivante, merci. Alors, vous voyez, je pense que le plan est assez clair. Donc, dans la phase 1, la phase 1, elle commence le 30 mars et elle se poursuit jusqu'à la mi-juin. Dans le cadre de cette phase-là, l'image que Marie-Josée nous présentait tout à l'heure, vous avez sûrement constaté là, que les travaux de la rue Buade devaient s'étendre sur la rue du Fort. Donc, l'intersection Buade-du-Fort va être fermée durant 10 à 12 semaines. Conséquemment, bien évidemment, ce qui va entrer par la rue Saint-Louis, dans une certaine mesure, reste piégé à la place d'Armes. Donc, pour éviter cette situation-là, on va rendre la rue Saint-Louis à double sens. Et ça va amener certaines contraintes. Hein, il va falloir qu'on travaille avec les commerçants pour relocaliser les lieux de débarcadère pour la livraison dans les commerces. Ça va avoir également une incidence sur l'accès à l'école des Ursulines. Ça va avoir également une incidence sur les activités de voituriers qui sont faites en soirée. Ça a également une incidence pour les camions et les autobus. Ayons en tête qu'habituellement, une rue à double sens a 8 mètres. La chaussée a 8 mètres de largeur. Là, on va se retrouver avec une chaussée de 6,5 mètres. Ça va fonctionner, mais ça va être serré. Donc, dans un contexte comme ça, il faut limiter les véhicules lourds parce que quand ils vont se croiser, ça va être extrêmement serré. Donc, vous verrez tout à l'heure, c'est pour cette raison-là qu'on doit avoir une approche de gestion des autobus.
Vous remarquerez sur le plan, hein, on voit là, clairement le cheminement là, avec le double sens. Vous voyez sur la rue Alderman ainsi que sur la rue Sainte-Ursule, des zones de débarcadère qui pourront être utilisées à certains moments pour des livraisons, à d'autres moments pour des activités de voituriers. Vous avez également, là, de part et d'autre de la rue Buade, donc sur la rue Port-Dauphin et sur la rue Desjardins, des zones de débarcadère qui pourront être utilisées pour les livraisons. Alors, on va parler des autocars et on va dire, bien, on interdit l'accès aux autobus sur la rue Saint-Louis, sauf quelques exceptions. Ceux qui ne pourront pas entrer par la rue Saint-Louis vont devoir entrer soit par la rue Saint-Jean ou la Côte-du-Palais, et ils auront accès à 2 zones de débarcadère, une sur la rue Pierre-Olivier Chauveau et une autre sur la rue d'Auteuil. Du côté de l'école des Ursulines, on a prévu là, un débarcadère pour les parents sur la rue Sainte-Ursule et la rue d'Auteuil. Et les autobus qui desservent les Ursulines, mais également le Collège François de Laval, donc on parle de 7 autobus scolaires, eux vont faire leur arrêt sur la rue Sainte-Anne, là, face à l'édifice Price, du côté de la place publique. Alors, on va passer à la diapo suivante, Marie-Josée. Alors, si on reprend ça, on a une entrave, hein, c'est la fermeture de la rue Buade entre la rue du Fort et la rue des Jardins. C'est la fermeture de l'intersection du Fort Buade et c'est la fermeture de la rue Sainte-Famille entre la Cour de la Fabrique et la rue Buade. Quand? De la fin mars à la fin juin. Et évidemment, l'impact important, comme on le disait tout à l'heure, c'est la création du cul-de-sac qui va empêcher les véhicules qui sont entrés dans le Vieux-Québec par la rue Saint-Louis de quitter le secteur. On passe à la page suivante. La phase 2. La phase 2, on libère l'intersection du Fort et Buade. Ça veut donc dire que la rue Buade demeure fermée entre du Fort et Desjardins et la rue Sainte-Famille, de son côté, est également fermée entre la Cour de la Fabrique et la rue Buade. Alors ça va se faire entre la mi-juin et la mi-novembre. Évidemment, on verra un petit peu plus tard là, les dates exactes de tout ça. Et les mesures, donc la fermeture devrait prendre fin à la mi-novembre. Et la circulation sera de nouveau permise là, pour la saison hivernale. L'impact que ça va avoir, c'est que les véhicules qui entrent dans le Vieux-Québec par la rue Saint-Louis vont devoir quitter soit par la Côte-la-Montagne ou par l'axe formé de la rue Port-Dauphin et de la rue des Remparts. Passons à la diapo suivante. Merci. Alors, on voit très bien là, la flèche bleue qui nous permet d'entrer. Donc, on revient avec le sens unique. On entre par la rue Saint-Louis et rendu à l'intersection Buade du Fort, Port-Dauphin, Côte-de-la-Montagne. Si on est une automobile, bien, on a le choix d'aller sur la côte de la Montagne ou sur l'axe formé de la rue des Remparts et de la rue Port-Dauphin. À l'inverse, si on est un camion ou un autobus qui est autorisé à entrer par la rue Saint-Louis, à ce moment-là, l'autobus et le camion n'auront pas le choix de quitter par la rue Port-Dauphin et la rue des Remparts. On passe à la diapo suivante. Je vous disais, gestion des autobus. Alors, je vous disais tout à l'heure, les autobus, c'est un enjeu parce qu'ils sont très gros et la rue est étroite. Donc, dans ce contexte-là, on va devoir réorganiser la circulation des autobus qui entrent dans le Vieux-Québec. Et les objectifs que nous avons, c'est d'assurer une cohabitation sécuritaire de la rue. Vous savez, là, les véhicules vont circuler très proche des trottoirs. Donc, il faut s'assurer que nos piétons sont en sécurité et on veut éviter que lorsqu'il y a 2 autobus ou un camion et un autobus qui se croisent, bien, qu'il y ait des petites collisions. Et on veut aussi faire en sorte qu'on limite les effets de débordement dans les zones résidentielles.
le fait de devoir permettre aux autobus et aux camions de circuler sur Port-Dauphin et la rue des Remparts, ce n'est pas quelque chose vraiment là, qu'on souhaite. Et dans un contexte comme celui-là, ben, on cherche à réduire de façon importante le nombre d'autobus ou le nombre de camions là, qui seraient susceptibles de circuler sur ces deux rues-là. Et ça nous amène, évidemment, là, à mettre en place un cadre réglementaire qui va essentiellement interdire la circulation des autobus sur la rue Saint-Louis. Mais le même règlement va identifier les autobus qui sont autorisés à circuler. On verra, là, il y a quelques exceptions. Et cette mesure-là va être en vigueur du 30 mars au 30 novembre. Donc, on interdit la circulation et on impose l'obligation pour certains transporteurs de détenir un permis pour circuler sur la rue Saint-Louis. Donc, on veut être capable d'identifier, pour des raisons de contrôle, les autobus qui sont autorisés par rapport aux autobus qui ne le sont pas. Donc, qu'est-ce qui va être autorisé à circuler sur la rue Saint-Louis? Les autobus touristiques impériales, donc les autobus à 2 étages, aucun permis n'est requis. Les autobus opérés par le réseau de transport de la capitale. Un autobus qui est affecté au transport des élèves d'un établissement scolaire ou préscolaire situé dans le Vieux-Québec ou dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Pourquoi le quartier Saint-Jean-Baptiste? C'est qu'il y a un autobus scolaire qui vient chercher les enfants du Vieux-Québec pour les transporter à l'école Saint-Jean-Baptiste sur la rue Saint-Jean. La quatrième exception, ce sont les autobus qui sont affectés au transport de la clientèle de l'hôtel Château-Frontenac et également les autobus affectés à la visite touristique d'un groupe de croisiéristes en provenance du terminal de croisière du port de Québec. Dans les 3 dernières catégories, il y a un permis qui sera nécessaire. On passe à la page suivante. Donc, dans la phase 1, les autobus qui sont autorisés à circuler sur la rue Saint-Louis vont entrer par la rue Saint-Louis et vont ressortir par la rue Saint-Louis dans le cadre de la circulation à double sens. Les autobus qui ne sont pas autorisés à entrer par la rue Saint-Louis vont devoir entrer par la rue Saint-Jean lorsqu'elle n'est pas piétonne ou la côte du Palais, pourront arrêter à ce moment-là sur le débarcadère, dans le débarcadère qui va être mis en place sur la rue Pierre-Olivier Chauveau ou dans un débarcadère qui va être mis en place sur la rue d'Auteuil. On passe à la phase 2. La phase 2, les autobus qui sont autorisés à circuler dans le Vieux-Québec, donc à entrer par la rue Saint-Louis, vont à ce moment-là circuler sur la rue Saint-Louis à l'intersection de la Côte de la Montagne. Ils vont devoir continuer sur la rue Port-Dauphin, la rue des Remparts et descendre dans le secteur de la Basse-Ville par la côte de la Canotterie. Les autocars qui ne sont pas autorisés à entrer par la rue Saint-Louis pourront, comme dans la phase 1, entrer par la rue Saint-Jean lorsqu'elle n'est pas piétonne ou entrer par la côte du Palais, faire un arrêt à la zone de débarcadère Pierre-Olivier Chauveau ou encore faire un arrêt à la zone de débarcadère de la rue d'Auteuil. Sur le diapo. On passe maintenant aux zones apaisées. Alors, zone apaisée, cette année, on aura trois morceaux. Donc, on revient avec la zone apaisée au nord de la côte de la Fabrique, donc dans le secteur du quartier latin. Et cette zone-là va être en fonction du 8 juin au 30 août, de 11h à 23h. Les limites de la zone là, pourraient évoluer en fonction du chantier de Parc Canada là, sur la rue des Remparts. Donc ça va se préciser au cours des prochaines semaines. Hein, il n'est pas impossible que les rues qui sont à l'est de la rue Sainte-Famille, donc entre autres la rue Hébert, là, ne soient pas dans la zone piétonne. On verra ça là, dans les prochaines semaines. La zone apaisée au sud de la rue Saint-Louis revient également du 8 juin au 30 août, de 11h à 23h. Et il y aura, comme par les années passées,
la piétonisation quotidienne de la rue Saint-Jean entre le mois de mai et le mois d'octobre, de 11h à minuit. Les dates exactes de début et de fin là, seront connues dans les prochaines semaines. On passe maintenant aux mesures d'accompagnement. Je vais passer la parole à Annie. Pas de micro, Annie. Ah, désolée. 2026 pourtant. Donc, ce que je disais, c'est qu'en termes de mesures d'accompagnement, ce qu'on souhaite, là, c'est une communication proactive. On a parlé un peu plus tôt là, de la gestion adaptée de la circulation dans le Vieux-Québec là, pour que les choses se passent le mieux possible. Il y aura également l'aménagement de débarcadères là, temporaires pour les gens qui vont circuler dans le Vieux-Québec et pour les livraisons. Donc, ce qu'on active également, là, c'est une communication proactive appuyée par une présence sur le terrain, donc une présence qu'on souhaite accrue, donc par de la communication en continu, donc des avis de travaux, des rencontres ciblées, des suivis personnalisés, donc effectués par l'équipe InfoChantier, entre autres, qui est présente sur le terrain là, depuis l'année dernière dans le cadre de ces travaux-là, puis qui était également présente là, sur le terrain là, lors des travaux réalisés à la place de l'Hôtel de Ville, plus au début des années 2020. Donc, aujourd'hui, séance d'information, on vous présente une vision claire, intégrée de la mobilité dans le Vieux-Québec en 2026. On a une première rencontre aujourd'hui avec vous là, en après-midi, puis ce soir avec la population en général. Donc, je vous parlais du bureau InfoChantier. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, donc c'est des agents de service à la clientèle qui se promènent sur le terrain, mais qui sont également joignables via le 311. C'est vraiment le numéro à retenir. Donc, ces gens-là sont des agents de liaison, en fait. Là, ils sont vos oreilles, vos yeux dans la zone de chantier, en fait. Ils feront des suivis personnalisés là, auprès de la population, des institutions et des commerces comme vous pour livrer de l'information sur les travaux, les échéanciers, vous aider lorsqu'il y a des déménagements, des livraisons, la collecte de matières résiduelles, peut vous soutenir également pour la gestion des stationnements. Sont là également pour le maintien là, des mesures de mobilité, d'accessibilité pour les cyclistes, les piétons, les automobilistes, donc tous les usagers et usagères de la route. Et ils prennent en charge là, les signalements et les plaintes. Donc, pour les contacter, un seul numéro, 311, et les appels là, seront dirigés vers eux directement et assureront un suivi rapide et efficace. Voilà. On est maintenant rendu à la période de questions. Très bien. Daniel? Donc, on a une 75 participants qui assistent à la rencontre. On a des professionnels aussi qui sont présents aujourd'hui pour répondre à vos questions. Encore une fois, je vous invite à utiliser l'outil Q&R afin de nous écrire les questions et nous pourrons en faire la lecture. Par la suite, s'il nous reste du temps, nous pourrons prendre quelques mains levées, mais on souhaite vraiment apporter des réponses à des questions précises, des demandes de précision ou d'information, qu'on revienne sur des points, sur certains points. Donc, l'invitation est lancée. Cependant, on a quelques mains levées. On va vous demander d'être bref sur vos interventions. Je vais, dans un premier temps, donner la parole à Alexandre Piral. Puis, je vous rappelle d'utiliser l'autre outil. Monsieur Piral, vous allez pouvoir activer votre micro. Oui, merci. En fait, j'ai rédigé ma question dans le même temps. C'est pas tant une question que peut-être juste une mention qu'il y a une nouvelle institution qui va être dans la même situation que le Collège François de Laval. Je travaille pour le futur Musée national de l'histoire du Québec qui se trouve dans la Cité du Séminaire et qui est aussi là, dans une situation de réception d'autobus scolaires. Donc, je voulais peut-être en fait savoir la question des débarcadères d'autobus. Est-ce qu'il y a un ordre de priorité, des réservations nécessaires ou c'est le premier autobus arrivé prend l'espace et s'il n'y en a plus, il va un peu plus loin? C'est qu'on est un nouveau joueur en fait dans ce secteur-là qui, à partir de l'été, va avoir... l'été, ça va parce qu'il n'y a pas de groupe scolaire, mais éventuellement, on en aura aussi.
Il faudra qu'on ait une discussion là, ensemble dans les prochaines semaines là-dessus. Pour la période où l'intersection du phare Buade est fermée, la seule façon d'accéder au futur musée sera par la cour de la montagne. Et la cour de la montagne, bien, malheureusement, là, on ne peut pas permettre aux camions lourds ou aux autobus d'y circuler. Donc, durant cette période-là, là, si jamais il y avait des groupes, bien, à ce moment-là, les groupes devront utiliser, là, disons, la zone de débarcadère de la rue Pierre-Olivier Chauveau et de là marcher jusqu'au musée. S'il y avait un besoin d'entrer dans le Vieux-Québec, on regardera là, s'il n'y a pas de mesure d'exception qui peut s'implanter. Mais je comprends que ce n'est pas avant l'automne. Donc, à ce moment-là, on a le temps de voir venir puis d'ajuster les choses. Parfait, je vous remercie. Peut-être, Daniel, si je peux compléter, là, Oui. monsieur, il y a des gens de votre institution là, qui sont aussi entrés en contact avec moi hier. Donc, on va se coordonner là, avec Marc là, pour la suite des choses. Fantastique, merci. Très bien, on a reçu quelques questions par écrit. J'en profite donc pour faire les lectures. Donc, on a François Thomasy. Est-ce qu'il y a des probabilités? On n'a pas nécessairement la ressource sous la main en ce moment, mais il demandait s'il y avait eu des nouveautés concernant les découvertes archéologiques dans le cadre de l'extension des travaux. Je ne sais pas si Josiane ou si Marie-Hélène avait des informations à ce sujet peut-être à nous partager. Sinon, on pourra revenir avec des détails là-dessus un peu plus tard. Non, il n'y a pas d'extension de travaux qui sont envisagés pour l'instant. On est actuellement en train de terminer la phase de travaux préparatoires en archéologie, mais il va y avoir une surveillance aussi en archéologie des travaux tout au long des travaux 2026-2027. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'extension envisagée. Très bien, merci. On avait des questions concernant l'accès aux autobus. Donc, on se demandait comment obtenir les permis, par exemple, pour les autobus se rendant au Château Frontenac. Et également, on se demandait si le service de transport adapté était de facto accepté également dans les murs. Je réponds à la deuxième partie, oui. Okay. C'est considéré comme un autobus du RTC. Premier élément, ça se fera via le 311. Et généralement, là, ça peut être soit idéalement, c'est le transporteur ou l'organisateur du groupe qui doit faire la demande via le 311. Et à ce moment-là, là, les gens vont vous poser un certain nombre de questions qui permettront au technicien qui va faire l'analyse de la demande de déterminer si c'est opportun ou pas d'accorder un permis. Mais il y a un travail qui va se faire, je pense, entre autres, aux autobus scolaires qui vont vers les écoles. On va voir les écoles, on va connaître le nom des compagnies, puis on va prendre contact avec ces compagnies-là en temps opportun. Très bien. On a également Vincent Bérubé qui demande est-ce que la zone de débarcadère sur Saint-Louis-du-Fort pour les autobus demeure du même côté de la rue que selon le schéma de débarcadère qui semblait situé à côté du parc? Peut-être que je peux réafficher la carte qu'on avait présentée plus tôt, si vous me donnez un instant. Puis, M. Desrivières, peut-être nous signaler spécifiquement la nature du débarcadère. Débarcadère d'autobus, on a du bleu ici. Je ne vois pas votre plan. Je ne sais pas. Ça vient. Bon, voilà. Merci, pardon. Effectivement, là, c'est où les autobus s'arrêtent habituellement là, en bleu le long de la rue du Fort. C'est là que les activités vont se poursuivre. De même que, je dirais, là, entre la porte cochère du château et la rue du Fort. Très bien. Merci. J'espère que ça répond à la question. On a Normand Romuald. Alors, comment est-ce qu'ils sont prévus les barrières qui fermeront l'avenue Sainte-Geneviève? Donc, on parle de la zone APC. Est-ce que ça va être revu cette année comme façon de procéder? Nous sommes à valider, là, je vous dirais, le mobilier qu'on va utiliser. Le défi qu'on a, évidemment, là, c'est qu'on souhaite d'avoir des barrières qui sont très esthétiques, mais en même temps efficaces et qui ne peuvent pas être enlevées
par quelqu'un qui souhaite entrer de façon, je dirais, illégale. Donc, on travaille là-dessus et on espère qu'on va être capable de faire de l'amélioration cette année. Très bien. Il mentionne aussi sa préoccupation concernant s'il y a des besoins de livraison dans son secteur, là, si ça sera quand même possible. On se rappelle que la livraison dans le Vieux-Québec, légalement, doit se faire avant 11 h le matin et que la zone piétonne est implantée à compter d'11 h. Donc, il ne devrait pas y avoir d'enjeu dans un cadre comme ça. Très bien. On a des gens qui demandaient si la présentation allait être accessible. Oui, la présentation sera accessible probablement dans les prochaines heures, vu qu'on a déjà une première assemblée de fait. Et dès demain, les 2 séances sont enregistrées et les enregistrements pourront être consultables également. Très bien. On a Christine Belland qui demande des précisions. Rappelez un peu, c'est quoi le concept des zones apaisées? Qu'est-ce que ça implique pour l'ensemble des usagers du secteur? Une zone apaisée, c'est un secteur où on réserve l'accès véhiculaire aux résidents. Et durant cette période-là, les gens qui ne demeurent pas dans la zone, à moins, il y a certaines exceptions, là, à moins d'exceptions, ne peuvent pas circuler en véhicule. Donc, ça permet souvent, dans ces rues-là, les trottoirs sont très, très, très étroits, les gens marchent dans la rue. Ça permet un déplacement plus agréable, plus sécuritaire. Ça facilite également la cohabitation là, entre les véhicules et les piétons. Ajouter que ces zones apaisées-là existent depuis 3 ans dans le quartier latin. On va en être à notre 4e année, si mon compte est bon, dans le quartier latin, et notre 3e année là, pour le secteur sud de la rue Saint-Louis. Là. Donc, si vous, dans les derniers étés, là, vous avez fréquenté beaucoup le Vieux-Québec, là, c'était des zones qui étaient déjà en place. Eh bien, merci. On a également des questions concernant les déplacements des personnes à mobilité réduite. Donc, elles se demandent dans les plans de mobilité, est-ce que ça a été considéré? Si oui, de quelle manière? Le chantier sur la rue Buade doit maintenir en tout temps un corridor d'accessibilité pour les piétons, pour aller vers les différents commerces. Et ce corridor-là doit aussi être accessible en fauteuil roulant, à titre d'exemple. Ailleurs que sur la rue Buade, c'est comme on connaît habituellement, là, il n'y a pas d'autres entraves ou restrictions qui sont mises de l'avant. Le seul élément qu'on va mettre en place, c'est une fois la saison hivernale complétée, là, vers, disons, le 15 avril, pour des raisons de sécurité, là, on va venir implanter sur les trottoirs de la rue Saint-Louis là, des petits poteaux avec cordes pour s'assurer là, que les piétons demeurent sur le trottoir et ne marchent pas dans la rue, là, dans un contexte où la rue est maintenant à double sens. Eh bien, on a des questions également de restaurateurs de la rue Saint-Louis qui se demandent qu'est-ce qu'il y en est de leur terrasse. Bon, les terrasses, on va vouloir statuer sur les terrasses dans quelques semaines. Et je vous explique pourquoi. Vers la mi-juin, on va retourner avec le sens unique. Mais on reste avec une interrogation. C'est que si le chantier de Parc Canada qui se déroule sur la rue des Remparts exige la fermeture de la rue des Remparts, on va devoir revenir au scénario du double sens durant la saison estivale. Donc, il faut attendre de voir, là, d'avoir une confirmation ferme qu'il n'y aura pas de fermeture de la rue des Remparts. S'il n'y a pas de fermeture de la rue des Remparts, on pourrait repermettre les terrasses à compter de la fin juin. Donc, une fois là, la Saint-Jean-Baptiste passée, on pensait, je pense, c'est autour du 26 ou 27 là, juin, je n'ai pas la date en tête, là, mais le premier lundi de la dernière semaine de juin, c'est là qu'on pourrait permettre les terrasses, et ce, jusque dans la 3e semaine du mois d'août. Très bien, dans le même ordre d'idée que la rue Saint-Louis, il y a un questionnement concernant la présence d'une station à vélo. Il se demandait si cette station pourrait être déplacée sous la rue Terrasse-Dufresne, par exemple, ou Sur la rue à Lieman. Saint-Louis, à quel endroit y a-t-il une... Moi, j'en vois pas de station à vélo sur la rue Saint-Louis, là. Il n'y en a jamais eu.
Il y a Je vais vous lire je vais vous Oui. lire la question, là. C'est Vincent qui pose la question. Avec Saint-Louis qui sera en double sens pour un temps, est-ce qu'il sera possible de mettre la station vélo qui est sur la rue Terrasse du Frein, pardon, pour éviter que les vélos descendent de toute la rue Adliman, Trésor, Carrière, et pour éviter de potentiels accidents. Donc, pardon, On pourra avoir une discussion à cet effet-là là, avec l'équipe d'Avélo du RTC. Là. Très bien. J'essaie de voir. Est-ce qu'on peut nous rappeler, on a un commentaire de Yves Fradette, là, le contrôle de permis sera-t-il fait de la même manière? Sera fait de quelle manière? On parle encore une fois des zones APC, peut-être du stationnement. Donc, quelles sont les ressources qui seront déployées pour faire les contrôles? Alors, on aura un certain nombre de répartiteurs autobus. Donc, ce sont des employés qu'on engage qui vont être affectés exclusivement au contrôle des autobus. Et ils auront comme en soutien le service de police. Donc, les répartiteurs sont habilités à émettre des constats d'infraction et les policiers sont également habilités à émettre des constats d'infraction. Il y aura de la signalisation, là, un panneau à message variable qui va être installé à l'entrée du Vieux-Québec, qui va rappeler que l'accès aux autobus est interdit. À certains moments, il y aura quelqu'un au coin d'Honoré-Mercier, Grande-Allée, Saint-Louis, qui va faire une certaine forme de triage. Mais si, au moment où il n'y a pas de triage, si un véhicule entre par la rue Saint-Louis, malgré la signalisation qui interdit l'accès, bien, quand il va être rendu à la place d'armes, à ce moment-là, le policier ou le répartiteur va émettre un constat d'infraction automatiquement. Très bien, merci encore. On avait quelques questions concernant les autobus touristiques. Il y avait certaines personnes qui étaient surpris. Pourquoi est-ce que les croisiéristes, les autobus de croisière ont priorité peut-être sur d'autres formes d'autobus touristiques? Alors, ils se demandaient quelle était d'où venait ce choix. C'est une question de M. Gingras. Alors, c'est une excellente question. Vous savez, l'industrie des croisières, c'est quelque chose qui est relativement complexe. Les activités sont souvent prévues 2 à 3 ans à l'avance. Donc, à partir de là, si on ne permettait pas aux autobus qui font des tours de ville pour les croisières d'accéder au Vieux-Québec, ce qui était prévu, c'est qu'à ce moment-là, il doit y avoir une forme de remboursement à la ligne à la compagnie de croisière. Et ça représentait des sommes importantes. Donc, dans un contexte comme ça, on permet à ces autobus-là d'entrer. Il n'y en a pas là, des dizaines et des dizaines. Et en termes de prévisibilité, bien, à ce moment-là, on annonce que si jamais cette mesure-là se prolongeait, bien, à un moment donné, ça ne sera plus possible pour eux non plus d'accéder. Mais cette année, pour des raisons de prévisibilité puis d'impact financier, on doit leur permettre de circuler. Très bien. Toujours sur la question des autobus, on a une question de Cédric Côté. Est-ce que la côte de la Citadelle reste accessible pour les autocars ou il faudrait utiliser le débarcadère d'Auteuil? Si les autobus ont une destination à la Citadelle, ils pourront monter la côte de la Citadelle. Très bien. Puis on a aussi quelques questions concernant la rue du Trésor. Donc, on a Cathy Lachance qui demande concernant la rue du Trésor, est-ce qu'elle sera fermée? Si oui, à quelle hauteur? Et on a également Alexandre qui demande la rue Saint-Louis sera-t-elle libérée des travaux déjà en vigueur au croisement de la rue du Trésor? Donc, quelle est la situation spécifique de cette petite rue? Alors, pour que le scénario du double sens puisse être mis en œuvre, la première condition, c'est qu'il faut que le chantier du 12 rue Saint-Louis mette fin à son occupation du trottoir et de la chaussée. Donc, il y a une entente avec la Société québécoise des infrastructures et l'entrepreneur à l'effet qu'ils vont mettre fin à l'occupation vers le 16 mars. Donc, ça permettra, à partir de ce moment-là, d'avoir une rue Saint-Louis à double sens en utilisant pleinement la chaussée. Quant à la rue du Trésor, je pense que Marie-Josée nous a montré tout à l'heure qu'il y a des travaux qui doivent se faire à l'intersection Buade du Fort.
Pour le moment, il est prévu de maintenir des activités entre ce point-là et la rue Sainte-Anne. C'est prévu de les maintenir, à moins là, qu'on détermine qu'il y a des enjeux de sécurité du fait du cul-de-sac. Mais pour le moment, on les maintient. Parfait. Merci beaucoup. On a une question encore de Christian Gingras. Alors, le marquage au sol de la chapelle des Jésuites sur la rue Desjardins a été en partie retiré lors des précédents travaux dans le secteur. Est-ce qu'il est prévu de recréer ce coin de marquage lors des travaux cet été? Pour les guides touristiques, c'est un marquage fort symbolique. Peut-être qu'on n'est pas dans la bonne section, mais... C'est pas prévu cet été, en tout cas, là. Mais peut-être, ça aussi, là, c'est connu quand même qu'éventuellement, la rue Desjardins est aussi planifiée, là. Là, je suis pas en train de vous dire que tout de suite après les travaux de Debuvade, on va faire la rue Desjardins. Mais la rue Desjardins, entre Debuvade, justement, jusqu'à du Parloir, en fait, là, jusqu'à sa fin, jusqu'à Sainte-Anne. On est venu en activité de participation publique là, pour venir présenter des scénarios de réaménagement et tout ça. Donc, ce sera plus à cette étape-là, probablement, là, que ce sera réintégré. Là. Il n'est pas prévu du tout qu'on intervienne sur Desjardins. Comprenez que considérant l'entrave là, qui est créée par les travaux sur Debuvade, là, on ne veut pas venir bloquer aussi Desjardins qui devient quand même une voie de sortie importante là, vers Sainte-Anne. Très bien. Merci, Madame Coulombe-Leduc. Ensuite de ça, on a une préoccupation de Caroline. Alors, est-ce qu'il y a une solution pour les véhicules d'urgence? Qu'est-ce qu'ils arrivent s'ils doivent se déplacer pour un feu sur la rue Saint-Louis ou dans le secteur lors d'un épisode de fort achalandage? Alors, c'est une excellente question. Il y a, quand on travaille sur une situation comme celle-là, il y a un groupe, un groupe de travail qui est mis en place avec, entre autres, le service de police, le service de protection incendie. Et la question de la circulation des véhicules d'urgence est toujours important. Donc, dans le système qui fait la répartition des véhicules d'urgence, on appelle ça la RAO, on vient placer l'entrave de la rue des Remparts, de la rue Buade. De ce fait, quand l'ordinateur fait la répartition, assigne un véhicule pour une intervention, bien, il prend en considération l'entrave. Ça veut donc dire que les véhicules d'urgence vont entrer par la rue Saint-Louis s'il y a une intervention à faire dans ce secteur-là. S'ils doivent aller plus dans le secteur de la Basilique, bien, à ce moment-là, le point d'accès sera soit la rue Saint-Jean ou la Côte du Palais. Et on pourrait aussi, là, à certaines conditions, les camions du service de protection incendie pourraient accéder au quartier par la Côte de la Montagne. Donc, tout ça a été planifié. Il y a des plans d'intervention. Je vous assure, là, ça fait partie vraiment de nos priorités. Très bien. Dans le même ordre d'idée, on a quelqu'un qui déduit, alors, il dit, j'imagine que tout arrêt sera prohibé en tout temps sur la rue Saint-Louis alors que la circulation sera à double sens. Est-ce que cette impression est effective? Cette impression est juste. Très bien. Je vais juste vérifier si on avait des nouvelles questions en attente. Parfait. On avait une main levée qui est Judith qui nous avait pas été en mesure d'écrire dans le formulaire, je crois. Donc, Judith Faber, je vais vous désigner comme présentatrice. Vous pourrez ouvrir votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Si. Oui, parfait. Nous sommes les artistes sur la rue du Trésor. Là, j'ai compris qu'il y avait peut-être un programme de soutien pour les entreprises. Est-ce que nous faisons partie de... Est-ce que nous pourrions avoir un soutien de la ville parce que les travaux peuvent engendrer des problèmes au niveau de la circulation du tourisme? Au niveau de la rue du Trésor, on est vraiment inquiets de ça, nous. Là. On voulait savoir si qu'est-ce qu'on peut faire là, pour... Vous avez dit que peut-être que ça serait maintenu au niveau des activités de la rue du Trésor. C'est un petit peu la question. Là. On est plusieurs dans le bas de la rue, en fait. Pouvoir prendre la réponse à cette question. Bonjour. Bonjour. Pour le programme, la réponse est non.
Puis je vous explique, l'objectif, c'est de maintenir un commerce, une entreprise, activité commerciale qui détient avant tout un local. OK. La situation des artistes du Trésor, c'est une occupation de la rue, donc du domaine public. Il y a un bail, une entente avec la ville à cet effet. Votre deuxième question concernant qu'est-ce qui va se passer pour vous dans l'été, on travaille là-dessus. On a eu une première rencontre à la fin du mois de décembre dernier pour venir voir, évaluer différents scénarios pour vous permettre de passer un été vivable. On est en train de finaliser certains aspects qui touchent notamment faisabilité technique, sécurité, etc. D'ailleurs, on va vous revenir là-dessus. On va faire une rencontre spécifique avec les artistes. On a pas mal la liste des adresses puis de l'association. Donc, on va vous expliquer là les scénarios qui seront retenus pour vous donner le plus de prévisibilité possible. On s'engage à vous revenir le plus vite possible. Parfait. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Merci. On a une question peut-être plus politique. Alors, on a M. Romuald qui demande à quand la suppression totale des autobus touristiques dans le Vieux-Québec. Madame Coulombe-Leduc, je crois que ça s'adresse à vous. C'est une question qui revient, j'ai envie de dire, depuis plusieurs décennies. On a eu cette question-là aussi la semaine passée, moi et M. Desrivières, quand on a présenté le plan de match pour cet été. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, même là, hier soir, le RTC tenait une séance de consultation sur la desserte du Vieux-Québec. Dans les intrants que le RTC prend en considération, il y a bien sûr la clientèle touristique. Marc nous apprenait la semaine dernière qu'en haute saison, il peut y avoir jusqu'à 250, voire même 300 autobus touristiques qui rentrent par jour. Donc, dans notre réflexion actuellement, avec le RTC, dans le contexte des travaux, aussi, on est membre de l'Organisation des villes du patrimoine mondial. Il y a actuellement, on met en place des chantiers collaboratifs, si je peux me permettre, entre villes de l'Organisation des villes du patrimoine mondial. Il y a un chantier en ce moment qui se penche spécifiquement sur la question des autobus touristiques dans les sites du patrimoine mondial. Donc, il y a une réflexion globale sur la mobilité dans le Vieux-Québec, comment on peut, de manière générale, venir apaiser cette mobilité-là dans le Vieux-Québec, au bénéfice, ultimement, aussi des touristes et des résidents, des commerces. Je pense que toutes les fonctions peuvent y trouver leur compte. On est au début de cette grande réflexion-là. Donc, j'ai pas d'échéancier. J'ai pas non plus de certitude quant à cette suppression-là, mais l'idée, c'est de travailler avec toutes les fonctions, donc touristique, institutionnelle, résidentielle, commerciale, école, université, on a l'école d'architecture aussi, pour voir comment on peut travailler sur une mobilité apaisée tous ensemble là, dans le Vieux-Québec. Donc, j'ai pas de réponse pour vous, Romuald, cet après-midi, mais il y a un grand chantier de réflexion actuellement. Puis on va vous revenir aussi dans les prochaines semaines. On va proposer disons, des modes de gouvernance pour avoir des discussions qui vont inclure tous les types d'industries, de fonctions qui composent le Vieux-Québec là-dessus. On va vouloir que ce soit fait avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On a une question. Il voudrait savoir s'il est envisagé de mettre la rue Sainte-Ursule à double sens entre Sainte-Geneviève et Saint-Louis durant la période des travaux. Non, pas pour le moment. Très bien. Puis, on a également Denis Quentin du Séminaire de Québec. Désolé, j'arrive en retard. Et la question a peut-être déjà été posée. Alors, avec tous les travaux qui nécessitent des besoins de livraison par camion régulièrement à partir du 15 mars et pour le reste de l'année, ceux-ci auront-ils accès au séminaire de quelle manière? Donc, est-ce que vous pouvez situer, M. Desrivières, comment auront accès les livraisons pour le séminaire? Alors, durant la période, disons, 29 mars à la mi-juin, au moment où l'intersection du Fort Buade est fermée, les camions devront accéder par
la côte de la montagne. C'est la seule façon de le faire. Et au moment où on réouvrira l'intersection Buade du Fort, à ce moment-là, les camions pourront entrer par la rue Saint-Louis, circuler sur Port-Dauphin, Rempart et aller au séminaire. Et que ce soit durant la période de la première phase ou la deuxième phase, les camions à ce moment-là vont devoir ressortir par la rue des Remparts et la côte de la Canaleterie, pardon. Très bien. Merci beaucoup, M. Desrivières. Les questions écrites ont un peu écoulé. On a quand même quelques mains qui sont encore levées. Donc, vu qu'il nous reste une vingtaine de minutes, je propose de laisser la parole à M. Martin Carreau. Je vous nomme présentateur. Vous allez pouvoir ouvrir votre micro. Bonjour, M. Desrivières, Martin Carreau, Poste Canada. On s'est déjà parlé quelques fois et je trouvais important que je reprenne un peu la parole et puis qu'on se parle des constructions sur Buade, entre autres. Je veux juste que la Ville sache que peut-être la livraison du courrier des colis de Poste Canada pourrait être peut-être ça pourrait manquer à quelques fois pour toutes sortes de raisons, surtout pour la santé et sécurité. J'ai compris que vous faisiez des passages piétons qui allaient être quand même très bons là, pour les passages de personnes à mobilité réduite et tout ça. Fait que ça va sûrement nous donner un bon coup de main pour nos livraisons et nos ramassages et tout ce qu'on fait dans ce quartier-là. Là. On va s'efforcer de faire le mieux. Je veux juste que les citoyens soient au courant. Je vais sûrement faire un tract là, qu'on va passer dans le quartier pour dire qu'il pourrait avoir des fois là, des problèmes de livraison pour toutes sortes de raisons. Puis mon autre interrogation était sur la zone piétonnière qu'on a depuis plusieurs années. À date, ça va très bien. Dans les dernières années, on a eu beaucoup la collaboration des gens sur place parce que vous savez que Poste Canada livre le courrier, les colis toute la journée. On essaye de faire des routes en fonction que c'est le matin pour aller dans le sens de la ville, mais il se peut que ça dépasse les heures là, des demandes de la ville. Les autres années, on avait quand même une certaine chance. On pouvait quand même circuler comme les citoyens qui ont des véhicules dans les quartiers piétonniers. Là, vous avez l'air à dire que cette année, les barrières vont être assez fermées. Est-ce qu'on va encore avoir cette communication qu'on pourrait traverser là, aux besoins en dehors des heures que la Ville demande, naturellement? Sinon, ça pourrait léser la livraison du courrier là-dessus. Si vous pourriez me répondre là-dessus, ça ferait bien. La pratique qui avait cours au cours des dernières années va être remise là, cette année. Donc, vous pourrez toujours avoir accès. Vous savez, aux endroits où vous pouvez avoir accès, il y a une barrière, mais il y a aussi un répartiteur qui est là, qui contrôle l'accès des véhicules. Alors, on va vous donner, dans le fond, là, le même privilège, tout en sachant là, que l'an dernier, ça n'a pas nécessairement été facile. Là. Hein? Ça n'a pas été facile tout le temps. On va chercher à collaborer avec vous le plus possible, puis je vous invite à faire l'effort le plus possible de faire vos livraisons avant 11 heures le matin. On comprend qu'exceptionnellement, là, ça peut être nécessaire au cours de la journée. Merci, M. Desrivières. On a une main levée de accueil, mais je comprends que c'est un représentant du CAPVI. Donc, je vous laisse la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro maintenant. Oh. Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci. Oui, bonjour, je m'appelle Catherine Babin, je représente le CAPVI, un organisme pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. Je voulais parler que tout à l'heure, j'ai posé la question, le STAC qui fait partie du RTC va avoir le permis pour pouvoir circuler. Puis, il y a plusieurs enjeux si justement, quand l'autobus ou le taxi adapté va déployer sa rampe, est-ce que ça va être pris en considération les débarcadères pour que les gens en situation de handicap puissent se faire débarquer au bon endroit et puis avec la bonne rampe? Est-ce que vous avez pensé aux distances aussi par rapport à ça? Dans le Vieux-Québec, souvent, là, les trottoirs ne sont pas nécessairement très, très larges,
mais sur la rue d'Auteuil, sur la rue Pierre-Olivier Chauveau, généralement, là, l'espace est suffisant pour utiliser la rampe qui est attachée au véhicule, là. OK, super. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Vous entendez Oui, OK, toujours. super. Ma deuxième question, c'est par rapport au stack. Puis, c'est ça, vous dites que les trottoirs vont avoir ils vont avoir des bâtons, des poteaux avec des cordes pour délimiter le chemin pour que les personnes puissent passer. Mais avez-vous pensé à la largeur des fauteuils roulants et assez de place pour passer? Absolument, madame, ne soyez pas inquiète, là. Ouais? Les trottoirs ont presque 3 mètres, là. Un fauteuil roulant, c'est à peu près 1 mètre, donc il n'y a pas d'enjeu, là. OK, tout a été pensé. On Puis, espère. On espère. S'il y a un problème, vous j'espère, appelez moi au aussi. 311. Puis, pour le stack, vous allez vous occuper de ça? Le STAC va être informé, là, comme tous Ouais? les autres OK. transporteurs. On travaille avec eux. Super. Bon, ben, c'est ce que j'avais comme question. Merci beaucoup. Merci. On va passer maintenant à Émilie. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ah, voilà. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK, parfait. Je vois qu'il y a une zone débarcadère pour les autobus à hauteur du parc à Place d'Armes. Est-ce qu'ils ont le droit de rester stationnés là pendant que les passagers visitent le Vieux-Québec ou est-ce qu'ils doivent repartir assez vite? Ils doivent repartir. Ils doivent Ils doivent repartir. repartir. L'arrêt de l'autobus est autorisé que pour la période nécessaire pour laisser monter ou descendre les passagers. OK, parfait. Merci. C'était une très bonne question. Merci beaucoup. On retourne maintenant avec Josal. Oui, bonjour. Ben, j'avais écrit ma question dans les commentaires, mais je pense que ça n'a pas été vu. Donc, moi, je suis Jossal Kadri de JPDL. On est une agence où tous nos clients, nos groupes sont au Château Frontenac. Puis, j'aurais 2 questions pour vous, s'il vous plaît. La première étant, comme on s'occupe des arrivées, donc les participants, nous, c'est une clientèle qui vient des États-Unis, donc ils vont arriver, ils vont repartir de l'aéroport. Étant donné qu'on ne peut plus nécessairement utiliser, est-ce qu'on a le droit toujours d'utiliser le côté sur Saint-Louis du Château Frontenac où les chasseurs vont chercher les valises? Donc, l'autobus, il va pouvoir rester là quand même un petit peu pour qu'ils puissent sortir les valises, tout ça. On a un délai qui est permis là. Puis aussi, c'est que ces clients-là qui viennent ici en voyage récompense, donc ils viennent découvrir, faire tour de ville, aller sur la côte de Beaupré, etc. Donc, l'embarquement et débarquement de nos participants se fait à quel endroit? Est-ce que ça se fait toujours sur le côté de l'hôtel? Est-ce qu'on peut faire, étant donné qu'ils sont au Château Frontenac? Puis, on a aussi des soirées à l'extérieur. On va aller au manège militaire, au centre des congrès, etc. Donc, il faut transporter ces personnes-là. Est-ce qu'on peut utiliser le côté de l'hôtel ou comment on gère pour ces participants-là, s'il vous plaît? C'est ma première question. Alors, le libellé du règlement permet aux autobus qui transportent la clientèle du château d'accéder par la rue Saint-Louis. Et à ce moment-là, l'autobus pourra arrêter. Là, vous avez décrit l'endroit, là, dans le fond, entre la porte cochère et la rue du Fort. Ça va être, je dirais, la même chose que par les années passées. La différence, c'est qu'il va falloir que, préalablement à l'arrivée, que vous ayez fait un lien avec le 311 de façon à ce qu'on puisse vous délivrer un permis. Permis qui devra être affiché dans la vitre de l'autocar. Parfait. Donc, ça, on va trouver cette information-là quand vous allez nous le partager. Autre point, c'est que ce groupe-là, nos groupes restent au château. Donc, on a également des soirées qui se déroulent au château. Ça veut dire qu'il y a du décor, il y a de l'animation, etc. Donc, on a des partenaires, des fournisseurs. On travaille avec Expav, on va travailler avec Mysterac, différentes compagnies qui vont amener le décor, tout ça. Donc, des fois, nos soirées, c'est juste à partir de 18h, fait qu'ils ne feront pas nécessairement la livraison le matin. Est-ce qu'il y aura une permission pour ces fournisseurs-là de venir porter le décor, l'animation, etc., à l'extérieur des heures permises? Les pratiques qui avaient cours au cours des dernières années se poursuivent. Donc,
vous devriez faire cette livraison-là avant 11 heures, mais on a toujours été tolérant à l'égard de la livraison des activités, là, des besoins associés à une activité au château. Que ce soit les entreprises avec des systèmes de sonorisation, que ce soit des décors. On a toujours fait des exceptions pour ça parce que la dimension du véhicule n'est pas visée là, par le règlement. C'est un véhicule généralement petit, là, on ne parle pas de gros camions. Parfait. Merci infiniment. Merci. On poursuit avec Denis Quentin. Monsieur Quentin, vous devriez être en mesure d'ouvrir votre micro. Oui, bonjour M. Desrivières, bonjour Mme Coulombe-Leduc. Bon, je reviens, M. Desrivières, sur votre réponse de tout à l'heure. Bon, pour les camions de la Côte de la Montagne, on sait que ça a toujours été quand même assez périlleux, hein, pour un camion. On peut parler d'un 10 roues, quand même. Je soulève des questionnements des entrepreneurs avec qui on est actuellement, puis d'avoir à monter la Côte de la Montagne pour venir au séminaire. Je peux comprendre qu'un cube, une livraison, ça va assez bien, mais avec tous les travaux qu'on a dans la cour, avec des livraisons de matériaux qui n'est pas uniquement des cubes, mais qui c'est vraiment des camions plus importants. Comment vous voyez ça? Là? Moi, j'essaie de je veux me donner des munitions pour être capable de parler avec eux, mais dans la Côte de la Montagne, où est-ce qu'on arrive, vous avez l'escalier qui descend vers le Petit Champlain, c'est quand même assez serré ou ardu avec les véhicules qui vont monter. Est-ce qu'on n'envisage pas qu'il peut y avoir des problèmes là-dessus? Ben, écoutez, la situation idéale, là, c'est que les travaux qui nécessitent de la circulation de camions à benne, là, les camions 10 roues, là, ne devrait pas débuter ou être effectué avant que l'intersection Muette-du-Fort soit ouverte. C'est ça, je comprends. C'est ça l'idéal. Et après ça, Côte de la Montagne, là, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure des solutions. Un cube de livraison, on pense qu'il n'y a pas d'enjeu. Un camion de 10 roues, là, ça devient un petit peu plus compliqué, là. Et je pense qu'il va falloir qu'on se reparle avec l'entrepreneur qui a le mandat là, pour faire des travaux. Mais je pense qu'il faut songer là, à ce que ces travaux-là ne débutent pas avant la mi-juin. On pourra en reparler. Là, on pourrait se faire une rencontre spécifique là-dessus là, prochainement, si vous voulez, là, avec M. Kolovic. Oui, parfait. Excellent. Merci. On va se reparler. Parfait. Merci, M. Quentin. Il nous reste 2 mains, donc je propose de prendre les 2 dernières mains, puis je laisserai le mot de la fin à Mme Coulombe-Leduc. Donc, je vais inviter Judith à prendre la parole. Et bonjour de nouveau. La question s'adresse à M. Girard. Vous nous avez dit que vous aviez le dossier en main pour la rue du Trésor, les artistes. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est que le temps presse, hein, la saison avance vite. Nous devons produire pour exposer sur la rue du Trésor. Maintenant, ma question est, est-ce que vous pensez qu'on pourrait commencer notre saison en avril? Je ne peux pas répondre avec certitude à cette question. Par contre, je vais faire le maximum pour vous revenir dans les meilleurs délais. D'accord, merci beaucoup. Je sais que c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais je ne veux pas vous faire des faux espoirs non plus. C'est parce qu'on est un petit peu vraiment inquiets. On est plusieurs et la saison, normalement, commence en avril. Maintenant, est-ce que, bon, je sais que les travaux sont supposés commencer en mars. Est-ce qu'on est touché, pas touché, on ne le sait pas. Est-ce qu'on va déplacer? Est-ce qu'on va être déplacé, certains d'entre nous? Est-ce qu'on va rester sur la rue du Trésor? Alors, pour nous, c'est parce que si on est déplacé, il faut savoir le moment, puis pouvoir produire ou pas. Tu sais, c'est notre grosse question là, présentement. Madame Il y a des discussions actuellement entre votre président d'association et l'équipe dont M. Girard fait partie, l'équipe du développement économique. Donc, il y a eu, M. Girard a fait référence à des rencontres là, à venir très prochainement. Ils analysent différents scénarios. Il faut privilégier ce canal de discussion-là, là, madame, qui est déjà en place entre votre président d'association et l'équipe du développement économique.
Très bien. Donc, je partagerai les coordonnées de Mme Faber à Grégory afin qu'il puisse également communiquer, mais je comprends, Mme Coulombe-Leduc, que c'est déjà en déjà cours comme des démarche. discussions, oui. Merci beaucoup. J'irai avec notre dernière main levée pour cette séance d'information avec les entrepreneurs et les institutions. Par la suite, je laisserai la parole à Mme Coulombe-Leduc. Donc, Monsieur Bérubé, on vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci pour la session d'information. Madame Coulombe-Leduc, Marc, on s'est parlé à quelques reprises. Petit complément d'information pour moi et informer nos équipes. Côté calèche, taxi au niveau du parc des gouverneurs, est-ce que la section va demeurer et est-ce que c'est les mêmes pratiques que dans le passé? Il n'y a pas de changement du côté taxi ni pour la calèche. Parfait, merci. Juste pour un complément pour le 3-1, puis je l'avais marqué dans mes questions. On fait affaire avec des centaines de groupes. Je me vois mal leur demander de contacter le 3-1. Est-ce qu'il y a une manière de juste avoir un formulaire à remplir par ces groupes-là et qu'on pourrait envoyer un email, qu'on peut leur donner la marche à suivre? Certains de nos groupes parlent anglais, etc. Je veux juste m'assurer qu'on peut leur donner un service et la facilité d'avoir ces permis-là de notre côté pour pas que ce soit difficile. Vincent, on prendra quelques minutes pour s'asseoir ensemble, là, puis on va trouver la meilleure façon là, de traiter les demandes de permis. Parfait, fantastique. Merci beaucoup, M. Bérubé. Madame Coulombe-Leduc, je vous laisse la parole pour terminer la séance. Merci beaucoup, Daniel. Ben, d'abord, vous me permettrez de remercier les équipes là, qui étaient présentes avec nous aujourd'hui pour la présentation, puis qui se sont rendues disponibles là, pour répondre aux questions que vous pourriez ou que vous avez eues. Donc, merci à vous, chers employés de la Ville de Québec. Puis, je veux vous remercier aussi là, pour votre présence cet après-midi. N'hésitez pas, Daniel l'a indiqué, là, tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui va être disponible en ligne là, dans la page de participation publique là, dédiée aux travaux de la rue de Buade. Vous allez avoir la présentation. Vous allez aussi avoir les coordonnées de Daniel. Mais est-ce que si jamais vous avez des questions qui ne sont pas venues aujourd'hui, ben, vous pouvez toujours les adresser, puis on pourra les dispatcher. Vous avez le 3-1 aussi, bien sûr, qui demeure quand même une porte d'entrée très pertinente, intéressante. Plusieurs d'entre vous avez mes coordonnées aussi, donc n'hésitez pas au besoin aussi, là, je peux aussi me référer aux gens de l'équipe. Je vous remercie pour les échanges constructifs, les questions tout à fait justifiées et pertinentes. Je comprends qu'on n'a pas répondu à l'ensemble des questions cet après-midi. Je pense notamment là, aux artistes là, de la rue du Trésor, mais sachez, là, puis aussi au séminaire, mais sachez que que c'est pris en compte par nos équipes et qu'il y a un retour qui sera fait. Donc, merci. Et puis, on se dit à très bientôt et bonne fin d'après-midi. Merci. Merci.